Bonjour, je suis Alexia Ferrantelli. Tu écoutes l'épisode 8 de l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Abonne-toi à l'audace d'être moi sur la plateforme de podcast de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque vendredi. Si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fera plaisir et ça permettra à d'autres de le connaître. Je voudrais cette semaine remercier Abdvol qui a déposé l'avis suivant. Conseils concrets et directement applicables dans notre quotidien pour aller mieux. Je conseille de les écouter. Merci pour ton message, Abdvol. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Comment changer les choses concrètement ». Cette semaine, je vais revenir plus en détail sur l'utilisation du modèle d'auto-coaching de Brooke Castillo que je t'ai présenté la semaine dernière et je vais te donner quelques exemples d'utilisation dans différents contextes. Souvent, quand on ne se sent pas heureux, on se mobilise pour essayer de changer les conditions extérieures de nos vies. Ou on se désespère qu'elles ne soient pas différentes parce qu'on pense que ces circonstances-là nous conduisent automatiquement à nous sentir comme ça et qu'elles ont automatiquement ces conséquences-là sur notre vie. Du coup, on voudrait par exemple que les autres changent. On pense que si notre collègue était plus rigolo, notre mari plus reconnaissant, si nos amis nous appelaient plus souvent, si nos enfants rangeaient mieux leur chambre, si notre père nous disait ceci ou cela, on serait plus heureux. Et on se concentre donc sur les circonstances extérieures sur lesquelles notre contrôle est très limité. Et c'est vraiment stressant de croire que notre bonheur dépend des choses qui au fond nous échappent beaucoup. Et finalement, on oublie de mettre l'énergie au bon endroit, c'est-à-dire à changer quelque chose en soi. Parce qu'au fond, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, c'est toi qui fais l'expérience du monde. C'est ce que tu penses qui conditionne ce que tu ressens et ce que tu fais. Ça peut être difficile de prendre conscience du rôle considérable que tes pensées jouent dans ta vie. Si depuis des années tu penses que tu n'es pas assez beau, ou pas assez intelligent, ou pas assez courageux, ou que les gens ne sont pas assez reconnaissants, ou à l'écoute, ou qui t'aiment pas, tu peux vraiment être convaincu que c'est vrai. Et d'autant plus que la vie aura beau te donner 1000 occasions de te prouver le contraire, tu ne le verras même pas. Tu trouveras au contraire toujours toutes les preuves qui te permettront de continuer à penser ça. Parce que, comme on l'a vu, le cerveau est un champion pour continuer à penser ce qu'il pense déjà. C'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de te concentrer, non pas sur les circonstances de ta vie, mais plutôt sur ce que tu penses. De prendre vraiment conscience des pensées qui ne te rendent pas service. Parce que quand tu réalises que ça ne te convient pas, tu n'es pas obligé de continuer à penser ça. Grâce à la neuroplasticité cérébrale, tu as la possibilité d'adopter de nouveaux chemins de pensée. Tu peux te mettre à penser délibérément et plus par automatisme. Je vais maintenant te décrire concrètement comment procéder. Alors, voilà comment faire. Tu choisis une situation qui te pose problème. Et là, tu prends ton cahier et tu notes sans filtre tout ce que tu te dis par rapport à ce problème. Le fait de le noter, ça te permet à la fois de mieux définir les contours de ton problème, au lieu de le laisser être une espèce de nébuleuse mal définie, et ça te permet aussi de prendre de la distance et de regarder de la position du gardien du phare. Parfois, on évite de trop conscientiser les choses difficiles parce qu'on se dit que de toute façon, on n'y peut rien. Le fait de savoir que tu as un moyen d'action, ça peut te donner envie de vraiment mettre en lumière les choses. Quand tu commences à écrire sur ton problème, si des émotions te viennent, ne les refoule pas. Laisse-les s'exprimer. Si tu sens de la rage ou de la tristesse ou de la honte ou peu importe, laisse cette émotion s'exprimer dans ce que tu écris. Ne te censure pas. Et laisse-la aussi se manifester dans ton corps. Laisse-la te traverser. Comme je le disais dans l'épisode 3, apprivoiser les émotions négatives, c'est important de tout permettre. Permettre tes pensées, permettre tes émotions, y compris les négatives. Le paradoxe, c'est que c'est au moment où tu t'acceptes
que tu es le plus préparé à changer. Donc, autorise-toi simplement à être qui tu es, à penser ce que tu penses, à sentir ce que tu ressens. Et ensuite seulement, tu pourras décider ce que tu veux faire de ça. Quand tu résistes à quelque chose, tu l'empêches de venir à ta conscience. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes d'y penser. Ça ne veut pas dire que tu ressens plus les émotions qui découlent de cette pensée. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de conséquences sur ta vie. Ça veut simplement dire que le mécanisme devient inconscient. Il est alors hors de ta portée. Et donc, tu ne peux pas agir dessus délibérément. Donc, d'abord, développe ta conscience du problème en écrivant tout ce qui te vient et en même temps, laisse-toi sentir toutes les émotions qui te traversent. Tu accueilleras plus facilement tes pensées et tes émotions si tu adoptes une posture de curiosité et de compassion, et pas une posture de jugement ou de condamnation. Ça sera aussi plus facile de vraiment t'autoriser à prendre conscience des choses si tu sais que tu peux avoir prise sur ce qui t'arrive, grâce au modèle d'auto-coaching. Et enfin, oublie pas qu'une émotion, c'est juste une vibration dans ton corps. Donc, ne la redoute pas. Et tu verras que ça ne te prendra pas autant de temps que tu le crois de mettre les choses par écrit. Et que ça ne sera pas non plus aussi insurmontable que tu l'imagines de te laisser traverser par l'émotion. C'est seulement après cette première étape que tu vas utiliser le modèle d'auto-coaching dont je t'ai parlé la semaine dernière. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est un modèle qui fonctionne bien si tu l'utilises pour des circonstances ou des pensées bien précises. Si tu restes sur des considérations très générales, ça ne marchera pas. Par exemple, si tu te dis « le problème, c'est que je ne m'aime pas », il faut ensuite que tu ailles plus dans le détail. Ok, tu t'aimes pas, c'est-à-dire, dans quelles circonstances est-ce que ça se manifeste? De quelle façon? Qu'est-ce que tu te dis? Comment ça se passe? Donc là, ça pourrait être je me trouve moche, j'ai honte parce que je fais ceci ou que je fais pas cela, en soirée je suis complètement coincée, etc., etc. Dans tout ce que tu as écrit, tu vas choisir une seule circonstance ou une seule pensée. Et tu vas utiliser le modèle pour décomposer comment les choses s'articulent dans ce cas précis. C'est un peu un travail d'orfèvre. Par exemple, tu prends ton problème d'être complètement coincé en soirée. Tu vas utiliser le modèle pour décomposer comment les choses s'articulent. Donc, quelle est la circonstance? Quelle pensée elle provoque chez toi? Quelle émotion cette pensée fait naître en toi? Quelle action est-ce que tu engages quand tu ressens cette émotion? Et quel résultat ça a dans ta vie. Donc là, le modèle pourrait être, sur la ligne C des circonstances, je suis à une soirée. Sur la ligne P des pensées, j'ai jamais rien d'intéressant à dire. Sur la ligne E des émotions, l'anxiété. Sur la ligne A de l'action, j'évite d'entrer en contact avec les autres, je reste en retrait. Et les résultats, c'est que je passe une mauvaise soirée, j'ai presque pas d'interaction avec les autres, et ça vient renforcer la pensée, j'ai jamais rien d'intéressant à dire. La troisième étape est de choisir ce que tu voudrais penser d'autre. Qu'est-ce qui serait plus constructif et qui te ferait te sentir mieux dans cette situation? Tu peux t'y prendre de plusieurs façons pour trouver cette pensée. Tu peux te dire, si j'avais une baguette magique et que tout était possible, comment je déciderais de me sentir? Et à partir de là, tu remontes à la ligne de dessus et tu te dis, qu'est-ce que je devrais penser pour me sentir comme ça? Ça peut apparaître tout à coup ou par tâtonnement. Ça peut être facile ou difficile. En tout cas, il faut que ce soit une pensée constructive qui te fasse te sentir mieux et que tu puisses croire. Par exemple, dans la situation que je viens d'évoquer, t'aimerais peut-être te sentir à l'aise et capable d'interagir avec les autres. Pour ça, tu peux essayer la pensée « j'ai une formidable capacité d'écoute ». Et là, si tu sens que ça provoque un soulagement en toi, qu'en effet tu peux y croire, tu peux choisir d'adopter cette nouvelle pensée. Et alors, quand tu trouves la nouvelle pensée, tu te laisses bien le temps de ressentir toutes les sensations agréables que ça génère en toi. Ça peut être une tension qui se dénoue, une chaleur dans la poitrine. Imprègne-toi bien de la sensation.
et tu déroules le nouveau modèle. Donc, dans cet exemple-là, je suis à une soirée, je pense que j'ai une formidable capacité d'écoute, je me sens à l'aise et curieux d'entendre les autres. Je vais à la rencontre des invités et je les écoute avec une belle présence. Le résultat, c'est que j'ai passé une excellente soirée, découvert de belles personnes et les gens que j'ai écoutés avec attention sont ravis également. Et ça vient renforcer ma pensée, j'ai une formidable capacité d'écoute. Et plus largement dans ma vie, ça me permet de ne plus appréhender ces situations de soirée et aussi de nourrir l'amour de moi. Autre exemple. Imaginons que tu vives très difficilement le fait que ta mère ne parle que d'elle. Quand elle te téléphone, ta mère te raconte sa vie et ça te donne l'impression que tu ne comptes pas pour elle. Donc, sur la ligne C des circonstances, on va mettre « Ma mère me parle d'elle au téléphone ». Sur la ligne P des pensées, je ne compte pas pour elle. Sur la ligne E des émotions, on peut indiquer qu'on se sent dévalorisé. Sur la ligne A de l'action, j'écoute avec amertume et je m'exprime peu. La conséquence, c'est que je passe un mauvais moment quand je suis au téléphone avec ma mère. Et ça vient renforcer la pensée initiale, je ne compte pas pour elle. Dans la situation que je viens d'évoquer, tu peux essayer la pensée totalement inverse. Donc, je compte beaucoup pour ma mère. Au départ, tu peux trouver cette pensée impensable, puisque, justement, tu n'y as peut-être jamais pensé. Ton cerveau aime penser ce qu'il a déjà pensé. Et là, en l'occurrence, tu lui proposes une pensée toute nouvelle, en contradiction complète avec ce qu'il a l'habitude de penser. Il faut que tu l'aides du coup. Il faut que tu trouves des éléments qui prouvent que cette pensée est vraie. En l'occurrence, tu peux réaliser que les gens à qui tu aimes te confier et raconter ta vie sont les gens qui comptent le plus pour toi. Et que donc, si ta mère te raconte sa vie, c'est parce que tu comptes beaucoup pour elle. Si tu sens que tu crois vraiment cette nouvelle pensée, si tu sens qu'elle te fait du bien, tu déroules le nouveau modèle. Donc dans cet exemple-là, ma mère me parle au téléphone, je pense que je compte beaucoup pour elle, je me sens valorisé et important, je l'écoute avec plaisir et je lui raconte moi aussi des choses de ma vie. Les conséquences, les conversations téléphoniques avec ma mère sont beaucoup plus agréables et ça vient renforcer ma pensée, je compte beaucoup pour ma mère. Un dernier exemple, cette fois lié à l'arrêt de la cigarette. J'ai arrêté plusieurs fois de fumer et repris plusieurs fois. Je me suis rendu compte que j'avais le modèle suivant. Je vois quelqu'un fumer, je pense « c'est dur de se priver de ce plaisir, quelle chance il a de pouvoir savourer sa cigarette ». L'émotion était la frustration et l'envie, et l'action, soit de résister à la cigarette avec envie, soit de céder à l'envie et de recommencer à fumer. Et ça venait renforcer ma pensée initiale, c'est dur de se priver de ce plaisir. Et quand j'arrêtais de fumer, je redoutais d'être confrontée à des occasions de rencontrer des fumeurs. J'ai eu envie de trouver le moyen de ne plus redouter ces moments-là, et pour ça, j'ai retourné ma pensée. La pensée que j'ai adoptée est « quelle chance j'ai, je suis libérée de cette dépendance mortifère ». En fait, dans la réalité, je chante même intérieurement « libérée, délivrée, je ne fumerai plus jamais ». Et du coup, depuis, chaque occasion de voir quelqu'un fumer en ma présence est une petite fête qui me donne l'occasion de célébrer ma liberté. Et je ressens de la joie, et l'action est juste de ne pas fumer. Et les conséquences, c'est que je redoute plus du tout d'être en présence des fumeurs, je dirais même que c'est le contraire. Alors, quand tu as décidé de changer une de tes pensées, il peut arriver que ton ancienne pensée se présente. Dans ces cas-là, tu peux juste te dire tranquillement « Ah oui, avant je pensais ça, mais maintenant je pense ça. Avant je pensais que j'avais rien d'intéressant à dire, mais maintenant je pense que j'ai une formidable capacité d'écoute. Avant je pensais que je comptais pas pour ma mère, mais maintenant je pense que je compte beaucoup pour elle. Avant je pensais que les gens qui fument avaient de la chance de savourer ce plaisir. Maintenant je pense que j'ai de la chance d'être libérée de cette dépendance. »
Cette semaine, choisis une situation difficile dans ta vie. Premièrement, note sur ton cahier tout ce qui te vient à l'esprit quand tu évoques cette situation. Autorise-toi à penser et ressentir pleinement tout ce qui te vient par rapport à ça. Accueille tout ça avec compassion, curiosité et bienveillance. Deuxièmement, choisis une pensée clé de ta situation. Et à partir de cette pensée, élabore le modèle d'auto-coaching. La circonstance, ta pensée, ton émotion, ton action et ton résultat. Troisièmement, trouve la pensée intentionnelle que tu souhaites substituer à ta pensée automatique. Une pensée plus constructive pour toi et pour les autres, une pensée qui te fait te sentir mieux. Prends la décision d'adopter cette nouvelle pensée, donne-toi des preuves pour la croire, ressens pleinement les sensations agréables qu'elle fait naître en toi. Et à chaque fois que se présente la situation en question, évoque cette pensée de façon délibérée. Au début, tu peux même te préparer à l'avance à évoquer cette pensée avant la situation. N'oublie pas que si tu laisses faire ton cerveau, il va continuer à penser ce qu'il pensait déjà, mais que tu peux aussi le mettre à ton service pour créer de nouveaux automatismes qui te rendent plus service. Ça peut prendre du temps et nécessiter un effort. Au début, tu dois aider ton cerveau, mais après, ce qui est génial, c'est que cette tendance du cerveau à vouloir confirmer ce qu'il pense va l'amener à trouver de lui-même tous les indices qui prouvent que cette pensée est vraie. Et ça va transformer ta représentation des choses. Je te laisse avec cette citation de Bouddha. « Votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vos pensées. Mais, une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vos pensées. » Tu viens d'écouter le 6e épisode de l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Tu retrouveras les notes de cet épisode sur l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe et sans espace. Tu pourras aussi t'y inscrire à ma liste de contacts confidentiels pour recevoir des graines d'inspiration. Abonne-toi à l'Audace d'être moi sur la plateforme de podcast de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque vendredi. Et laisse un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fera plaisir et ça permettra à d'autres de le connaître. À la semaine prochaine!